Enregistrer. This meeting is being recorded. Bonjour, bienvenue tout le monde à la conférence l'ABC de l'entrepreneuriat par Marie-Josée Drapeau. Merci Marie-Josée d'avoir accepté cette conférence. On est super content de t'avoir entre nous. Et merci aussi à tous les participants et participantes qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais laisser la parole à notre directeur. Je vais faire une mini présentation des membres des récollets pâtisseurs. Alors, Boubacar Diallo, c'est le président de l'organisme. Après, Anne-Renée, elle est administrative et trésorière. Elle nous aide aussi à organiser toutes nos conférences qu'on organise tous les mardis à 19 h. Et moi, je suis directrice de communication ainsi que organisatrice de toutes les conférences. Donc, bienvenue tout le monde et merci. Boubacar, tu peux faire la présentation des récollets pâtisseurs. Merci beaucoup, Paula. Merci à tout le monde d'être là. C'est vraiment apprécié. On est écouté. C'est très bien de savoir qu'on est écouté jusqu'au Maroc. J'avais des contacts qui me disaient également qu'ils allaient se connecter à partir du Congo et de la Guinée. Je ne sais pas s'ils sont peut-être pas là encore, mais voilà, encore une fois, merci d'être là. Et donc, les récollets bâtisseurs, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes un organisme à but non lucratif qui existe sous cette appellation ici à Québec depuis 2016. Donc, en gros, ce que nous on fait, on est dans l'entraide sociale, l'économie sociale, et nous offrons des formations théoriques et pratiques à nos bénéficiaires, et cela dans l'objectif de les préparer au marché de l'emploi ou au marché des affaires. Donc, nous sommes quand même un petit groupe de volontaires qui faisons ce travail. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier mes collègues Paula, Anne-Renée, puis aussi Thomas qui est absent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons comme thème l'ABC de l'entrepreneuriat. Et donc, notre conférencière, c'est Marie-Josée Drapeau. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Et Madame Drapeau est professeure en entrepreneuriat et PME à l'Université du Québec à Chicoutimi et elle est chargée de cours en entrepreneuriat et PME à l'Université Laval. Elle enseigne depuis plus de 10 ans. En tant qu'ancienne conseillère en développement économique, elle a développé une réelle passion pour les entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Comme pour vous dire qu'on a la bonne personne aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas de garder ça très relax, interactif. Il y a un chat qui est disponible. Vous pouvez y laisser des commentaires ou des questions. Madame Drapeau a préféré répondre à ces interrogations au fur et à mesure que nous avançons dans la conférence pour garder ça beaucoup plus intéressant. Et gardez vos micros fermés à moins que vous voulez intervenir, mais n'hésitez surtout pas. Et voilà, donc je pense que je n'ai pas oublié quelque chose. Alors, Madame Drapeau, la parole est à vous et bonne conférence à tous. Merci. Merci, Boubacar. Donc, effectivement, là, je réitère, on est un petit groupe. Donc, si jamais vous avez des interactions ou vous avez des questions ou des choses que je dis qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à intervenir. C'est que si on avait été un grand groupe, c'est plus compliqué, mais avec un petit groupe, ça se fait super bien, puis ça rend le tout beaucoup plus intéressant pour vous. Puis moi, je peux cibler aussi ou adapter l'intervention en fonction de vos interventions. Donc, je vais partager mon écran. Et voilà. Et moi, je vais vous mettre sur l'autre écran. Je vous agrandis. Excusez, j'ai l'air de ne pas vous regarder, là, mais... Et voilà, mon setup de prof. Donc, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Merci pour la présentation. C'est vraiment apprécié et c'est apprécié aussi de pouvoir venir parler à une autre foule que juste une foule d'étudiants. J'enseigne principalement au deuxième cycle à l'Université du Québec à Chicoutimi et à l'Université Laval, j'enseigne principalement au doctorat.
Mais il n'y a pas si longtemps, je sais qu'on a des doctorants aussi dans la salle, des gens qui sont sur les bancs d'école. J'étais à la même place que vous. J'ai fait, moi aussi, un parcours atypique de travail, de retour aux études, de retour au travail, de retour aux études. Donc, je comprends très bien. J'ai toujours dit que j'avais un petit côté entrepreneurial, mais pas de projet d'entreprise. Donc, une entrepreneur, pas de projet, ça donne une prof en entrepreneuriat. Comme je vous ai mis un petit peu tout à l'heure la puce à l'oreille, pour ça que je l'ai appelé l'ABC de l'entrepreneuriat. On va quand même, j'allais au niveau des grandes généralités par rapport à c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi un entrepreneur. Vous allez voir, là, je restais vraiment au niveau de. Puis j'ai juste 1 heure, c'est pas un cours de 3 heures, donc que je vous donne. Donc, il y a peut-être des places aussi, je vais passer un petit peu plus vite, mais je vais commencer avec une première chose. J'aimerais savoir, premièrement, de vous. J'aimerais que vous m'écriviez dans la boîte de discussion, là, dans le chat box, l'entrepreneuriat, c'est quoi pour vous? 3 mots. Donnez-moi 3 mots qui décrivent c'est quoi l'entrepreneuriat pour vous. Je vous laisse 1 ou 2 minutes. Êtes-vous encore en train d'y penser? Ah, ça rentre. Anne-Renée, Marie-Claude, Boubacar. Qui est dans l'action, effectivement, créativité, investissement, prise de risque, accomplissement. On voit qu'il y a des choses qui reviennent. Donc, vous parlez, vous êtes 2 à me permettre de l'accomplissement, d'être dans l'action, leadership, à son compte. Bien là, je vois qu'on a des travailleurs autonomes, fait que j'imagine que ça vous parle. Rêve, Anne-Renée, j'aime beaucoup, effectivement, client foncé. Donc, c'est des choses avec lesquelles je vais aborder un petit peu plus tard aussi, opportunités, innovation, création. Oui, des solutions à des besoins. Donc, je trouve ça le fun parce que ce que vous me mettez là, en fait, c'est ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. Donc, on va regarder bon, la prochaine. Mais en fait, j'aime toujours, vous allez voir, j'ai une couple de petites citations que j'aime bien utiliser dans mes cours en entrepreneuriat qui viennent de personnes connues. Donc, de Thomas Edison ici qui dit « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 méthodes qui ne marchent pas ou qui ne fonctionnent pas, dépendamment où vous prenez la citation. » En fait, l'entrepreneuriat, c'est comme la vie, hein, mais quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense souvent aux personnes qui ont réussi en affaires. Hein, aux Steve Jobs de ce monde, aux Bombardier qui ont créé Bombardier. Donc, on pense souvent aux gens qui ont vraiment eu un nom puis une marque. À ceux qui ont bâti ce qu'on appelle, là, je ne sais pas s'il y en a que ça dit quelque chose, le Québec Inc., qu'on a ici, qu'on dit au Québec, donc les grands bâtisseurs. Or, l'entrepreneuriat implique un élément crucial qui est souvent l'échec. L'échec, mais on ne parle pas d'échec retentissant et tout ça, malgré que ça peut arriver, mais l'échec fait partie du processus parce que c'est une expérience. L'entrepreneuriat, ça se vit. Oui, ça s'enseigne, on peut enseigner des choses, mais c'est surtout, vous m'avez parlé, il y en a qui ont marqué action, ben, c'est quelque chose qui se vit avant tout. Donc, ça fait partie d'un processus entrepreneurial de vivre des échecs ou de vivre des revers. Rares sont ceux, de toute façon, qui ont réussi du premier coup. Et la vie étant ce qu'elle est, être en affaires, ce n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille. Mais la vie aussi, en général, ce n'est pas nécessairement d'être sur un long fleuve tranquille. Alors, les éléments qui sont associés à l'entrepreneuriat que je vais vous parler aujourd'hui, on va parler des différentes circonstances qui sont associées à la création ou à la reprise d'entreprise. Et là, j'inclus les deux parce que être entrepreneur aujourd'hui, ça ne veut pas nécessairement dire juste créer une nouvelle entreprise, ça peut vouloir dire d'en reprendre une.
On va parler des caractéristiques entrepreneuriales. On va parler aussi de l'idée à l'opportunité. Tout à l'heure, je voyais dans le chat créativité, innovation. Et on va parler de la génération de valeur. Génération de valeur en fonction d'un besoin à répondre justement dans la société. Donc, ça, c'est les grandes thématiques que je vais aborder aujourd'hui. Donc, et là, je me rapporte un petit peu au texte qui vous a peut-être amené à choisir la conférence d'aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une façon de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur et qui nous permettent de s'accomplir, et ça, à différents niveaux. Et là, je parle de réaliser des projets, ça ne veut pas nécessairement dire de partir une entreprise ou de créer une nouvelle entreprise. De la gestion de projet qu'on va faire, donc de mener un projet, de l'imaginer, de le développer, de le créer, puis de le mener à son terme, ça peut aussi être un très bon projet entrepreneurial. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est accessible à tout le monde, puis qui souvent, c'est animé par une passion, mais il faut de la persévérance et de l'audace, souvent, pour accomplir ces choses-là. Donc, commençons donc avec les circonstances qui vont mettre en lumière les différentes circonstances de l'environnement qui vont être soit propices ou qui ne le seront pas pour se lancer en affaires. Donc, les circonstances qui sont propices au lancement, souvent, on va appeler ça des déclencheurs positifs. On peut avoir des choses qui se passent dans nos vies qui sont positives, qui vont nous mener à nous tourner vers l'entrepreneuriat. Et là, peut-être que nos travailleurs autonomes sauront se reconnaître. Et il y a aussi des déclencheurs, mais qui vont être négatifs. Je vais y revenir, je vais vous donner des exemples. Mais ça va pousser vers la création d'entreprises ou le reprenariat, ça peut être aussi ça. Et il y a aussi des circonstances qui sont non propices au lancement. Donc, on appelle ça des inhibiteurs qui peuvent être des inhibiteurs positifs ou des inhibiteurs négatifs. Parce que quand on a un potentiel d'entrepreneur, c'est une chose, mais il faut des circonstances aussi dans notre environnement ou dans notre vie pour que le potentiel s'exprime. Donc, dans mes exemples, donc les déclencheurs positifs, souvent, ceux qu'on voit le plus souvent, puis surtout dans notre société, je vous dirais ici au Québec particulièrement, c'est qu'on va déceler une occasion d'affaires. Donc, il y a quelque chose dans notre environnement, puis on voit vraiment qu'il y a un potentiel, on voit une occasion d'affaires. Soit aussi, on a du temps disponible, parce que croyez-moi, les gens qui sont hyper occupés, bien souvent, ils vont reporter leur projet entrepreneurial toujours un peu plus loin parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, avoir du temps disponible. Je vous dirais, moi, quand j'étais en congé maternité, c'est drôle, j'avais toujours des projets entrepreneuriaux. J'avais le temps que j'avais là, passé avec allaiter mes enfants, puis tout ça, puis le temps de donner le biberon, je ne sais pas, j'ai tout le temps eu beaucoup de projets à ce moment-là. Ça peut être aussi en fonction de notre formation ou de notre expérience qu'on a. Donc, ça aussi, ça peut nous amener à dire, bien, ce que j'ai, l'expertise que j'ai, bien, je pourrais justement vivre de ça en travaillant ou en offrant mes services pour quelqu'un d'autre, puis en étant à mon compte. D'avoir un soutien familial ou un soutien professionnel aussi. Donc, on dit souvent que d'avoir un milieu entrepreneurial, donc d'être dans une famille d'entrepreneurs, souvent, ça va être un élément positif de notre environnement qui va nous encourager ou nous motiver vers l'entrepreneuriat. Un trop-plein de compétences ou d'énergie, effectivement, si on n'est pas capable dans ce qu'on fait de réaliser pleinement toutes nos compétences, qu'on ne se sent pas, on sent qu'on pourrait en faire plus, mais souvent, ça peut nous amener. Donc, vous voyez, c'est toutes des choses positives qui peuvent nous amener à nous lancer en affaires. Bien, contrairement, il y a des déclencheurs aussi, donc des choses qui vont nous pousser vers l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas nécessairement des choses agréables dans la vie, qui vont nous pousser vers l'entrepreneuriat. Par exemple, les insatisfactions au travail, la perte d'emploi, la difficulté à intégrer le marché du travail, le changement de carrière, le changement de région quand on déménage. On voit beaucoup aussi, juste par exemple, les immigrants souvent sont en proportion, vont se partir plus en affaires que les gens d'une même région parce que souvent, bien, en changeant de région, ils ont peut-être la difficulté à intégrer le marché du travail et tout ça. Puis là, bien, ils décèlent une opportunité dans leur communauté, puis ils vont partir en affaires. Fait que ça, c'est des déclencheurs. Maintenant, ce qui nous
qui nous, voyons, pas nous empêche, là, mais qui va nous freiner à se lancer en affaires, bien, au niveau positif, c'est sûr que bien, quand on a une permanence d'emploi, quand on a des salaires, un salaire et des avantages sociaux qui sont intéressants dans notre emploi, quand on a un cadre d'emploi qui est super stimulant puis valorisant, quand on a des perspectives d'avancement aussi dans l'entreprise pour laquelle on travaille, quand on a de la reconnaissance, qu'on a une position sociale qui est acquise, bien, c'est sûr que c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que bien, de se lancer en affaires, ce n'est pas nécessairement notre premier choix parce qu'on sent qu'on fait une différence, on sent qu'on est valorisé. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'emphase, retenir ses employés. Là, les employeurs aiment ça, développer plein d'avantages ou de choses inhabituelles pour garder les employés. Bien, ça fait en sorte que bien, il y a moins de gens, on a moins le goût de se lancer en affaires, on ne voit pas nécessairement l'intérêt. Et il y a aussi des inhibiteurs qui sont négatifs, c'est-à-dire que c'est des choses qui nous demandent trop en temps humainement parlant, comme un changement important dans notre vie, que de se lancer en affaires, ça l'amènerait peut-être un statut ou un niveau de vie qui serait inférieur à ce qu'on a, puis on n'est pas prêt à faire ce changement-là. On a peur du risque, on a peur de prendre ce risque-là, malgré que je vous dirais, le risque en entrepreneuriat, il est toujours calculé. Il n'y a jamais personne qui se lance en affaires en n'ayant pas déjà calculé un peu son risque. Et là, on ne parle pas de risque financier, là, je parle de tous les types de risques. Les gens qui pensent qu'ils ont des compétences insuffisantes. Et si vous avez déjà regardé l'indice entrepreneurial québécois, c'était quelque chose qui revenait souvent, particulièrement au niveau des femmes, que les femmes se voyaient qu'il manquait de compétences, trouvaient qu'il n'y avait pas de compétences suffisantes pour se lancer en affaires. Heureusement, dans les dernières années, ça a beaucoup diminué, donc ce sentiment d'incompétence, il commence à être beaucoup moindre. Les manques de capitaux aussi, ça peut être un inhibiteur. On dit, finalement, je n'ai pas les sous pour me lancer, malgré qu'il y a des projets qui ne me demandent pas nécessairement beaucoup de sous. On a des responsabilités familiales. Ça, je vous dirais, c'est sûr que d'assurer la sécurité d'une famille, souvent d'avoir des responsabilités va être un inhibiteur. On se trouve trop jeune ou bien on se trouve trop vieux. Ou on a un faible soutien où les gens autour de nous vont nous dissuader d'aller dans cette voie-là. Ça se peut aussi que dans la famille, des parents entrepreneurs aient trouvé ça tellement difficile et leur parcours a été tellement difficile qu'ils vont décourager leur progéniture de suivre leur pas parce qu'ils vont dire « Je veux que tu aies une meilleure vie, trouve-toi un emploi stable. » Et c'est sûr que c'est des responsabilités d'être entrepreneur. Donc, ça, c'est au niveau de l'environnement. Donc, il y a peut-être autour de vous, là, puis je vous disais peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se reconnaissent justement ce qui les a amenés à vouloir être travailleurs autonomes. Je suis sûre que vous vous retrouvez là-dedans. L'entrepreneuriat, en fait, ça peut aussi être au service de la collectivité. On voit souvent, je dirais de moins en moins ici au Québec, mais moi, j'enseigne beaucoup à mes étudiants qui sont principalement internationaux à l'UQAC, bien sûr, à Chicoutimi. J'ai plus d'étudiants internationaux que j'en avais dans mes classes à l'Université Laval. On voit l'entrepreneuriat d'une façon très capitaliste ou dans un but individuel de faire des sous. Je vous dirais, de plus en plus, la mentalité a changé et l'entrepreneuriat, c'est aussi la création d'entreprises ou de projets d'entreprise à but collectif ou à but non lucratif aussi. C'est sûr que quand on parle d'entrepreneuriat, on a toujours un volet quand même où est-ce qu'on veut autofinancer le projet. Donc, au-delà de faire du bénévolat, il faut qu'il y ait comme une espèce de récurrence au niveau des sous qui vont entrer pour assurer la durabilité et la pérennité du projet. Et là, on parle d'entreprise d'économie sociale. Donc, la création de projets d'entreprise, elle peut se faire vraiment dans des buts qui vont être avec des valeurs qui sont distinctes, qui est très inclusives. Et de plus en plus, je vous dirais, on dit que la nécessité est la mère de l'innovation, bien, de répondre à des besoins qui sont non répondus par les entreprises, le gouvernement, par exemple. Donc, moi, je vais prendre, écoutez, je suis à Lévis, là, de l'autre côté de la rive de Québec, et l'économie sociale est très, très présente ici, et il y a des besoins dans la communauté, donc le quartier de Lévis qui avait des besoins spécifiques qui sont répondus par des entreprises d'économie sociale.
Donc, souvent, ils vont créer des coopératives, ils vont développer des nouvelles façons de faire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la nécessité est la mère de l'innovation, dans le sens où on va apprendre à faire les choses différemment en répondant à des besoins vraiment de la société qui sont présents dans notre quartier. D'un point de vue un petit peu plus développement durable, bien, c'est sûr qu'on est dans une ère où est-ce que la planète prend une grande, grande importance. Donc, il se fait beaucoup, beaucoup de choses pour essayer justement de limiter les impacts. Et ça, c'est de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement de détruire tout au profit seulement du gain financier. Et je suis bien contente que cette philosophie de l'entrepreneuriat soit très présente, particulièrement chez nous. Donc, c'est quoi au niveau des projets d'un entrepreneuriat plus humaniste? C'est de créer des solutions pour combler des inégalités sociales puis qui sont guidées par des valeurs telles que l'empathie ou l'éthique. Donc, c'est ce qu'on parle d'entrepreneuriat humaniste. Et dans ce sens-là, on va faire beaucoup de coopétition. De la coopétition, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la coopétition? Non, je vois des noms. Les autres, je ne vois pas leur... la coopétition, c'est quand on est des concurrents puis on va se collaborer ensemble pour certains projets. Donc, on est des concurrents. Normalement, on se fait de la compétition, mais là, on va se mettre ensemble pour s'assurer que la survie d'un quartier, pour développer un projet d'aide humanitaire, peu importe, mais il y a de la coopétition, donc des gens qui vont se mettre ensemble, se rassembler au lieu d'essayer de se faire fermer, ils vont collaborer ensemble. Puis, à ce moment-là, ils vont prôner l'inclusivité vraiment pour créer, on parle de révolution entrepreneuriale pour changer le monde tel qu'on le connaît. Parce que le monde doit changer. Je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, on ne peut pas continuer à vivre sur une terre en exploitant autant de notre environnement puis penser qu'on va s'en sortir indemne. Mais derrière tout projet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ou des entrepreneurs, donc des personnes qui vont agir à titre de leader pour amener le projet plus loin. Là, je n'ai pas checké le chat, mais il n'y a pas de questions à date. OK, non. Moi, je n'ai pas une question, mais... Vas-y, Marc-Claude. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça, tu sais, je me suis reconnue sur, tu sais, je n'avais pas prévu être entrepreneur, mais tu sais, je me suis lancée, dans le fond, dans le bébé pleure, dans ma passion, là, sans doute. Fait que c'est comme, de fil en aiguille, c'est ce que ça a donné. Mais c'est comme si là, tu sais, tu parlais de temps au début, là, c'est que je manque de temps. Ce que ça fait, c'est que je suis toujours en train de courir, tu sais, parce que j'ai comme des projets qui me tiennent à cœur, mais j'ai jamais le temps de m'occuper de mon site web ou de me trouver des gens pour m'aider ou, tu sais, comme de faire avancer mon entreprise, qui n'est pas vraiment une entreprise, mais, tu sais, de faire avancer. Mais en même temps, j'y vois plus ou moins l'intérêt, étant donné que les projets se succèdent. C'est juste que j'aimerais ça comme... Tu sais, j'ai même pas de plateforme, on dirait, pour mettre comme mes réalisations et tout, parce que je manque de temps, là. Fait que peut-être que je devrais engager, mais c'est là où comme mon côté entrepreneur est moins fort, on dirait. Mais là aussi, Marc-Claude, tu as un jeune bébé. Hein? Si je me suis dit que si tu l'allaites encore, il doit être quand même assez jeune encore. Oui, mais c'est pour ça que je riais tantôt, parce que, tu sais, c'est ça, j'ai quand même pas pris de vrai congé de maternité à cause que, vu que je suis travailleur autonome, j'ai continué à prendre des projets, puis pendant ces CS, là, fait que j'ai pas, tu sais, ça aurait pu être un bon moment pour justement perfectionner certains aspects. Normalement, j'ai pas le temps, mais non, j'ai continué comme dans le rythme. C'est encore juste plus fou avec un bébé. Bien, en fait, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu vas devoir faire des choix. Mais j'en fais déjà. Où est-ce que ton temps, un entrepreneur, de toute façon, ou même les travailleurs autonomes, je dirais, doivent toujours, surtout si tu manques de temps, là, tu dois rentabiliser ton temps. Donc, dans le sens où est-ce que, puis rentabiliser, je ne dis pas juste en sous, là, mais en termes d'efficacité. Efficacité, oui. C'est ça, exactement. Fait qu'en termes d'efficacité, à un moment donné, effectivement, c'est le fun si tes projets, en ce moment, tu n'as pas besoin de faire de promotion, puis que tu n'as pas de plateforme, mais que les projets continuent d'arriver. Mais plus tu vas te faire connaître, tu utilises peut-être d'autres plateformes. Peut-être que tu dis que tu fais des graffitis. Si tu
tu filmes en même temps puis tu poses ça sur ton Instagram. Tu sais, la nouvelle réalité de l'entrepreneuriat, tu sais, tu le fais ton marketing, finalement, là, tes communications, tu les fais autrement en utilisant d'autres plateformes. Fait que, tu sais, peut-être que tu ne fais pas tout ce que tu voudrais faire, mais peut-être c'est de prioriser ce qui est nécessaire de faire pour t'assurer tout le temps que tu as quelque chose. Pour pas, ce qui est travailleur autonome, ce qui est difficile, c'est de combler les trous saisonniers ou les fluctuations, parce que comme vous avez... il n'y a personne qui vous amène une liste de clients de façon régulière. C'est vous qui devez le développer vous-même. Donc, c'est sûr que toute cette notion-là d'efficacité, ben, ça va être tout. Puis le modèle, ça va être ton modèle qui va être le bon modèle, ce qui va marcher avec toi, avec ta réalité familiale. Fait que, il n'y aura jamais de recette toute faite. Ça va être beaucoup de l'essai et de l'erreur jusqu'à temps que tu trouves vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis où est-ce qu'ils sont tes priorités aussi là-dedans. Puis, tu sais, ça va être d'y aller doucement puis d'essayer des choses. C'est toujours d'essayer des choses. Oui, Anne-Renée, je sentais que tu voulais intervenir. Oui, j'avais tellement le goût de le dire. C'est difficile quand on a des clients, puis on a des projets, puis là, on travaille là-dessus, puis là, de dire « Oh non, je vais mettre ça de côté pour travailler sur mon Instagram ou mon LinkedIn ou... mais c'est comme ça que ça se passe, c'est le nerf de la guerre, mais moi, je suis toujours en train de mettre ça de côté, mon CV, mon portfolio, Non, mais j'ai des clients, là, faut que je réponde à leurs besoins à eux. C'est difficile de trouver la balance là-dedans. Oui, mais ça me rassure quand même, c'est ça d'entendre que finalement, il n'y a pas de bonnes recettes, puis qu'on peut y aller un peu comme nous, on le file, puis selon nos priorités. Mais c'est vrai que, une fois, je suis rentrée en galerie à Montréal, puis la galeriste, elle m'avait reproché un peu ça, elle m'a dit, on voit tout ton processus créatif justement sur Instagram, mais tu oublies comme de mettre le résultat final. Mais elle dit qu'elle voyait ça souvent parce que les artistes, dans le fond, c'est comme si c'était déjà un nouveau, l'autre projet embarque avant d'avoir le temps de faire la promotion de ça. Finalement, ça a donné quoi? C'est comme si j'oubliais un peu les gens qui me suivaient comme par la plateforme. Mais effectivement, Marc-Claude, il n'y a pas de recette. En fait, c'est un peu ma philosophie de vie, je te dirais. Ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Quand tu étais enceinte, probablement que tout le monde t'a conté leur histoire d'accouchement, comment ça avait soit bien été, soit mal été. Et tout le monde y va avec sa propre expérience, mais en le fond, tu ne sais pas comment ça va se passer tant que tu ne le vivras pas, parce que c'est le moment qui va arriver. Fait que, il n'y aura jamais, bien qu'on enseigne dans les écoles de gestion, on essaye d'enseigner des meilleures pratiques d'affaires et tout ça. Il ne faut pas oublier toute la souplesse et la flexibilité et la créativité qui doit venir. Et là, je parle de créativité, pas juste au niveau, tu es déjà dans un espace créatif parce que c'est ton métier, mais aussi, il faut se garder en termes de gestion, cette créativité-là aussi d'agencer. Puis tant et si longtemps que tu peux le faire, ben, profites-en pour justement expérimenter ce qui fonctionne. Puis, il n'y en aura jamais de bonne recette parce qu'un jour, peut-être, tu vas peut-être rester seul dans ton business, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir quelqu'un qui va s'occuper de tes relations publiques. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va s'occuper ou tu vas avoir des sous-contractants qui vont s'occuper des petits bouts de ton entreprise. Mais, il faut que tu trouves les bonnes personnes, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Je vais y revenir aussi de bien savoir bien s'entourer là, vers la fin. Donc, derrière tout projet, il y a effectivement des entrepreneurs. Et là, je suis contente de vous dire, c'est un entrepreneur, c'est la référence, la référence, excusez, des conférences de soir, je déparle souvent. Comme quand j'enseigne, c'est la même chose. Donc, c'est M. Gass, Yvon Gass, qui était professeur à l'Université Laval aussi, là, qui est prof retraité maintenant. J'aime bien sa définition parce que sa définition, elle englobe beaucoup de choses. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui fait que les choses arrivent, qui va mobiliser des ressources qui sont humaines et matérielles et qui va les rassembler puis les organiser en vue de la réalisation d'un objectif, d'une vision. Marc-Claude, c'est ça que tu fais, là? Tu rassembles des ressources, puis tu les organises, puis tu réalises ta vision, puis ton objectif. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est comme si avant de se partir en affaires, mais quoi que, en tout cas, mais c'est comme si on voit ça vraiment gros, puis tu sais, quand tu parles, tu sais, d'avoir des
peut-être avoir un employé, après ça un autre, mais c'est vrai que ça se fait comme progressivement. Tout C'est le ça temps. qui est... Ouais. Ouais. C'est ça finalement qui est moins... C'est moins de pression que ce qu'on peut s'imaginer. Juste s'informer pour une petite chose, puis après ça, une autre petite chose, puis ça grossit tranquillement. Exactement, effectivement. Puis, tu sais, ça englobe tout le monde. Puis là, j'aime bien ce boulot aussi. C'est un individu qui organise, qui va agir, qui va assumer le risque pour la création d'un projet qui peut être social, commercial, coopératif, artistique ou autre. Donc, la définition de l'entrepreneur, là, c'est pour ça que je vous disais l'ancien mythe là, de l'homme d'affaires qui est au top et qui a une méga business, là, excusez, mais les entrepreneurs, ce n'est pas la majorité. Hein. Vous savez que plus de 98% des entreprises, en tout cas au Canada, ben, ils ont moins de 50 employés. Fait que ce n'est pas des grosses business qui font l'entrepreneuriat. C'est vraiment toutes les petites, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises. Donc, il y a vraiment de tout et dans tous les milieux aussi. On dit finalement que c'est un artisan du futur, un initiateur de changement, un responsable de résultats, un créateur de valeur et un passionné par son idée. Donc, je pense que ça doit englober tout le monde. Vous devez vous retrouver plus ou moins là-dedans. Là. Il y a au moins un petit bout là, qui vous ressemble, que vous pouvez dire, ben finalement, tu sais, j'ai peut-être des capacités ou des compétences entrepreneuriales parce que je suis capable de m'identifier à ça. Quand on regarde les différentes caractéristiques, et là, le lien, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, vous ne pouvez pas vous cliquer dessus, mais vous pouvez aller voir, là, c'est sur le site de la BDC, donc la Banque de développement du Canada. C'est dans la boîte à outils des entrepreneurs, puis ça s'appelle « Auto-évaluation, mesurer votre potentiel entrepreneurial ». Donc, c'est un petit test qui mesure 3 choses. Donc, les attitudes, les aptitudes et les motivations. Ce n'est pas un test qui vous dit si vous seriez un bon entrepreneur. En fait, c'est un test que je fais, je vous dirais, de façon assez régulière avec mes étudiants. Et c'est un test qui va varier dans le temps à certains égards, là, dépendamment de quand je le fais, de la situation dans laquelle je suis, de comment je me sens. Donc, parce que c'est toutes des choses sur lesquelles on répond, puis bien, c'est sur le moment, comment on se sent qu'on va y répondre. Donc, parce qu'il n'y a pas de définition, même de profil type d'entrepreneur, parce que l'entrepreneur va défier toutes les catégorisations. Ils ont des traits de caractère qui sont communs. Parce qu'ils semblent motivés par un certain nombre de facteurs qui semblent être communs. D'ailleurs, vous avez vu, quand vous m'avez écrit dans le groupe, en fait, dans la discussion, il y avait des choses communes sur lesquelles on pense que un entrepreneur possède ces traits-là. Et si vous le faites, ben en fait, puis dans le test, ça vous le dit, là, c'est pour vous montrer où vous vous situez par rapport à la moyenne des entrepreneurs, parce que c'est même pas... Même les entrepreneurs, entre eux, ils ont différents niveaux au niveau de ces 3 dimensions-là. Premièrement, dans les attitudes, ce qui revient souvent au niveau dans lesquels les entrepreneurs sont plus forts que la population en général, c'est que les entrepreneurs ils ont souvent cette perception-là d'influencer leur destin. Donc, c'est rarement la chance. Oui, moi, pour avoir parlé puis avoir côtoyé beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie, il y en a qui disent « Ah, j'ai été chanceux », mais quand ils parlent de leur environnement, mais souvent, ils ont tout mis en place et ils sont conscients ils ont influencé la façon dont ils se sont entourés, dont leur entreprise a pris de la croissance ou non, parce que c'est un choix. Donc, ils ont cette impression-là de pouvoir influencer leur propre destinée. Puis ça, c'est pas juste, je vous rassure, là, c'est pas juste les entrepreneurs. Là, comme je vous disais, moi, je ne suis pas entrepreneur, mais moi, je sais très bien que je score très fort à la perception d'influencer mon destin. C'est des gens qui sont orientés aussi beaucoup vers l'action. Hein, tantôt, il y en a qui le disaient justement dans les mots qui décrivent l'entrepreneuriat, l'action. Mais effectivement, les entrepreneurs, c'est des gens qui vont être très orientés vers l'action, plus que la population en général. Au niveau des aptitudes,
Bon, les attitudes, vous savez, c'est souvent constitué des perceptions, des dispositions qu'on a à l'égard de quelque chose. Donc, des attitudes, souvent, vont être influencées dans notre vie par les expériences qu'on va vivre. Les aptitudes, eux, c'est des dispositions naturelles qu'on possède en nous, hein, des habiletés ou des capacités. Donc, il y a certaines aptitudes qui vont prédisposer à l'entrepreneuriat, mais c'est aussi des choses qu'on peut développer avec le temps. Naturellement, la confiance en soi et l'enthousiasme, c'est une aptitude qui est très développée chez les entrepreneurs. La persévérance et la détermination. Parce que se lancer en affaires, je vous parlais d'échec au début, puis l'échec fait partie de l'entrepreneuriat, c'est une des raisons qui fait en sorte que la persévérance est nécessaire quand on se lance en affaires. La tolérance à l'ambiguïté. Et là-dessus, je vous dis, moi, je score très, très faible à la tolérance à l'ambiguïté et la résistance au stress. C'est une de mes, je disais défaut, c'est pas un défaut, une de mes caractéristiques. Et naturellement, la créativité et l'imagination. Donc, c'est des aptitudes que souvent les entrepreneurs ont déjà chez eux. Mais là, si vous dites « Ah, mais moi, j'ai pas ça », c'est pas grave, là, ça veut dire, vous pouvez à travers, ou bien développer ou augmenter ces aptitudes-là en suivant de la formation, en vivant des choses, et ça va changer. Moi, si je vous disais que dans le temps, au bac, quand j'ai fait mon bac, j'ai un bac en com de l'Université Laval, moi, je ne faisais jamais les présentations orales dans aucun de mes cours. Je me mettais avec mon meilleur ami, lui faisait les présentations orales, moi, je faisais les PowerPoint parce que j'étais trop gênée de parler devant les gens. Aujourd'hui, je donne des cours devant des classes, je donne des conférences, puis vous ne diriez pas que j'étais peut-être la petite fille gênée qui, justement, ne voulait pas donner de présentation orale. Finalement, oui, Anne-Renée. Comment tu as fait? Moi, je suis rendue à 45 ans, puis à l'université, quand il nous faut faire des présentations, je lis mon petit carton, puis je veux mourir, puis j'ai pas l'impression que je vais jamais être capable de passer par-dessus. Ah, c'est pas vrai. Mais ça fait toute la différence de parler des choses qu'on aime. Moi, j'ai commencé à être bonne à donner des conférences. Quand j'ai commencé à donner des conférences, en fait, d'accompagner au niveau de l'entrepreneuriat, puis de parler quand j'étais conseillère en développement économique, et que là, j'allais dans les cours lancement d'une entreprise, parler de la société de développement économique, comment on pouvait les aider. Puis j'aimais tellement ce que je faisais que ça facilitait beaucoup ce que j'avais à dire. Donc, quand on aime ce qu'on fait, je suis sûre, Anne-Renée, si tu me parlerais de ce que tu fais dans la vie, c'est que tu as dit que tu es travailleur autonome, puis que tu devais l'expliquer à des gens, probablement que tu n'aurais pas besoin de tes petits cartons. Là. Tu t'en ferais peut-être juste pour te sécuriser, probablement juste pour structurer, mais tu passerais... moi aussi, j'ai une structure là, dans mon texte, mais... C'est vrai depuis tantôt que j'ai tout le temps envie de te couper parce que ça me rejoint après. Boubacar, tu avais une question? En fait, non, moi, je voulais juste dire si c'était possible de partager le lien dans le chat. Ah oui, attends, je vais le prendre. C'est une bonne idée, ça. Oui, comme ça, nos amis auront accès à ça. Merci. C'est l'inverse. Anne-Renée, tu fais quoi comme travail de travailleur autonome? Moi, je suis graphiste. OK, cool. Ouais, ça se ressemble quand même, ce qu'on fait. Oui, c'est drôle. C'est ça, j'ai commencé comme travailleur, j'ai parti ma business, puis après ça, je suis devenue travailleur autonome toute seule. J'ai fait comme toutes les étapes à l'envers. C'est pour ça, quand tu disais il n'y a pas de chemin ou il n'y a pas de façon, moi, avoir une entreprise et des employés, ça me stressait trop. Toute seule, je suis bien. Fait qu'il n'y a pas d'ordre. C'est vraiment vrai. Je suis contente que ça vous rejoigne. Au moins, je peux vous dire que je ne dis pas n'importe quoi, au moins. C'est sûr. Puis finalement, les motivations, souvent qu'on retrouve chez nos entrepreneurs, c'est vraiment, puis ça aussi, c'est ressorti tout à l'heure dans la boîte de discussion, les besoins de réalisation, le besoin de défi ou d'ambition, de faire tout le temps des choses nouvelles, la recherche d'autonomie et la liberté. Ça, j'en ai entendu beaucoup d'entrepreneurs, je dirais dans les boomers, là, qui disaient, moi, ce que je voulais avant tout, là, c'est être libre. On n'est jamais tout à fait libre quand on est entrepreneur, mais je veux dire, on a une certaine flexibilité, puis on peut se la donner, on peut se permettre de se donner une certaine flexibilité sur des choses. Et l'attrait du pouvoir et du contrôle, mais là, je vous rassure, l'attrait du pouvoir, ce n'est pas le pouvoir comme Poutine veut le pouvoir en Russie, là. C'est le pouvoir de changer les choses, de faire les choses à sa façon. Donc, c'est ce pouvoir-là qu'on parle et non le pouvoir d'écraser les gens, là.
mais ce sont des motivations souvent qui vont amener, qu'on retrouve chez la plupart des entrepreneurs. Donc, le lien, je l'ai mis là, dans le chat. Je ne vois plus mon heure. Y a-t-il quelqu'un qui a l'heure? Moi, j'ai 0 heure, hein, fait que je ne sais même pas il est quelle heure. Il est 8h moins 10. OK. Oh, OK. Je suis juste rendue à la diapo 11 de 31. Ben, écoutez, développer des compétences entrepreneuriales, ben, effectivement, ça s'apprend. C'est ça la beauté de la chose. Si ça ne s'apprenait pas, parce qu'il y a été longtemps eu un mythe comme de quoi les entrepreneurs, tu naissais entrepreneur ou tu ne l'étais pas. Il n'y avait comme pas d'entre-deux. Mais on ne l'enseignerait pas ni au primaire avec les jeunes entreprises, ni au secondaire avec les projets, ni à l'université dans les cours de gestion maintenant. Et d'ailleurs, à l'Université Laval, il y a beaucoup d'enseignants en entrepreneuriat. Donc, développer des compétences entrepreneuriales comme n'importe quoi d'autre, ça s'apprend. Puis il y a beaucoup de compétences qu'on dit maintenant entrepreneuriales, mais c'est des compétences qui pourraient être des bonnes compétences chez un gestionnaire ou des bonnes compétences chez d'autres types d'emplois. C'est juste qu'on a associé beaucoup ça avec l'entrepreneuriat. Il ne faut pas oublier, oui, il y a certaines caractéristiques qui sont importantes pour le succès de l'entrepreneur. La persévérance, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sûr que quelqu'un qui a tendance à toujours abandonner quand ça devient difficile, bien, probablement qu'il va avoir beaucoup de difficultés à devenir entrepreneur. Il y a certaines compétences qui peuvent être innées déjà ou qui peuvent être acquises, mais comme je vous ai dit mon exemple tout à l'heure, ce n'était pas inné du tout pour moi de parler devant un public, puis c'est devenu de plus en plus facile à force de le faire, donc on peut l'apprendre. Puis il y en a qu'on acquiert avec le temps. Et la formation va constituer un élément clé. Marc-Claude, tantôt, tu parlais justement de prendre l'information puis de tranquillement aller chercher l'information. Bien, effectivement, l'apprentissage fait vraiment partie d'un bon cheminement pour développer des compétences entrepreneuriales. Puis, ce n'est pas de le faire tout d'un bout. Fait que même si vous le faites petit peu par petit peu, au contraire, plus on les intègre, puis bien mieux, on est capable de passer à la suivante ou d'en développer quelques-unes on the side. D'ailleurs, s'impliquer dans des organismes comme tu le fais, Anne-Renée, ça va développer aussi des compétences entrepreneuriales parce que souvent, juste de se créer ce réseau-là, de développer avec des nouvelles personnes, puis juste le réseau que ça va créer, souvent, ça va être excellent. Donc, les différents types de connaissances, naturellement, en entrepreneuriat, en administration, en gestion, en démarrage d'entreprise, en vente, en ressources humaines. Et ça, vous pouvez retrouver des petites formations sans que ce soit des formations universitaires si vous n'êtes pas là, mais ils s'en donnent à l'université, mais ils s'en donnent aussi dans des cours lancement d'une entreprise, dans de la formation continue, dans des organismes comme justement les Récollets Bâtisseurs, où ils vous donnent des petites conférences. Puis vous pouvez aussi aller chercher naturellement des connaissances techniques et professionnelles dans votre domaine d'action. Fait que là, je prends beaucoup Marc-Claude comme exemple, mais c'est parce qu'elle a beaucoup jasé avec nous. Fait que j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'on sait qu'elle fait, c'est une artiste. Donc, c'est sûr que si elle décide d'aller faire un stage avec un autre artiste pour développer des nouvelles techniques, bien, ça fait partie aussi de son parcours entrepreneurial parce qu'elle va développer quelque chose dans son domaine au niveau professionnel qu'elle va pouvoir maintenant ajouter peut-être à son expertise. Donc, tout ça pour développer l'esprit entrepreneurial ou l'esprit d'entreprendre. Et ça ne demande pas nécessairement de démarrer une entreprise. Hein? Des fois, on peut tout développer des compétences sans démarrer une entreprise. Par contre, ça va demander de l'ouverture aux nouvelles idées, aux nouvelles opportunités puis aux nouvelles façons de faire. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, on est en Amérique où est-ce que, on est dans un monde pas de nécessité, mais plus d'opportunités, où est-ce que, là, c'est parce que je compare, mettons, à l'Afrique, où est-ce qu'il y a encore beaucoup de régions où est-ce que les gens sont entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent mettre du pain et du beurre sur leur table, ils vont développer, ils ont des petits business à la maison. Mais ici, on est plus loin un petit peu de ça, donc il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat d'opportunités. Mais il faut rester très, très ouvert aux nouvelles façons de faire et naturellement développer des compétences entrepreneuriales. Il faut être capable de développer notre créativité pour être capable de développer des solutions qui vont être créatives aux problèmes, apprendre de ses erreurs, puis apprendre de celles des autres aussi. Donc, quand on fait partie d'un réseau, souvent, c'est ce qui est intéressant. Puis ça va nous permettre de développer la confiance en soi, puis une attitude qui va être orientée beaucoup plus sur l'action.
Puis l'esprit entrepreneurial, ça s'applique à tous les secteurs et toutes les industries. Donc, être entrepreneur, ce n'est pas associé à la gestion d'une entreprise nécessairement en administration. C'est sûr qu'il y a des compétences administratives à développer si on veut gérer sa propre entreprise, mais juste pour dire, ça s'applique vraiment à tout le monde. Voici ma fameuse diapo inspiration. En fait, c'est pour vous dire que l'esprit entrepreneurial sert entre autres à trouver des idées inspirantes qui vont pouvoir se transformer en opportunités d'affaires. Donc, comment on va passer de l'opportunité, d'une idée qu'on a à ce que ça devienne une opportunité? Parce qu'une idée, ce n'est pas nécessairement une opportunité. Il y a comme un processus à faire pour déterminer est-ce que c'est une vraie opportunité. Et comment on peut arriver justement à trouver une opportunité? Bien, premièrement, la génération d'idées qui va nous aider à trouver des idées pour quelque chose de nouveau. Ensuite, de mettre en action de la créativité pour trouver des idées pour quelque chose de nouveau, mais également potentiellement utile. Et de l'amener pour reconnaître que c'est une opportunité, bien, il faut reconnaître que les idées ne sont pas simplement nouvelles et potentiellement utiles, mais qui vont également avoir le potentiel de générer de la valeur. Et là, on va passer sur ces 3 aspects-là un petit peu plus en profondeur. Trouver une nouvelle idée. Comment qu'on fait pour trouver? Moi, j'ai un atelier dans mon de mes cours où est-ce que les étudiants doivent trouver des idées nouvelles sur lesquelles ils vont travailler. C'est leur travail de session. Ils doivent développer donc, une opportunité d'affaires. Et cette étape-là, elle fait figer beaucoup de monde. Fait que moi, je la fais souvent en collaboration, donc à plusieurs. Parce que pour trouver une bonne idée, il faut en générer beaucoup. Donc, on dit plus que 1000 idées, souvent. Mais plus on va générer d'idées, puis plus la probabilité de trouver une réelle opportunité augmente. Et de façon collective, souvent, ça va nous amener à rebondir sur l'idée des autres. Si vous vous mettez aussi dans un état de vigilance et de curiosité, je l'ai déjà expérimenté, où est-ce que tu dis, OK, moi aujourd'hui, je prenais l'autobus, j'ai dit, je me mets en état de vigilance, puis j'observe les gens autour de moi pour voir est-ce que je vois des choses qui pourraient améliorer l'expérience en autobus. Est-ce que, des gens qui étaient avec des poussettes, écoutez, ça fait un petit bout de temps aussi, là, dans le temps, là, il n'y avait pas nécessairement toutes les poussettes avec les grosses roues qui vont dans la neige, là. Donc, d'avoir des skis en dessous des poussettes, ça pourrait pas être une bonne idée. Donc, je voyais des gens, puis là, mais ça, plus vous le faites, plus ça va devenir naturel. Des fois, il faut se mettre dans cet état-là, il faut consciemment de se dire, OK, je me mets en état de vigilance, est-ce que je serais capable? Si vous avez des familles, moi, je le faisais avec mes enfants à la maison. Et là, écoutez, c'est sûr qu'il sort plein d'idées folles, mais il ne faut pas réfréner ça. Plus il y a d'idées, plus à travers tout ça, de dire à un moment donné, hey, il y a vraiment des bonnes idées. Et dans nos soupers de famille, il y a eu plein de bonnes idées, mais beaucoup de manque de temps pour réaliser ces idées-là. Parce que dans n'importe quel domaine, dans le fond, on peut comme inventer des idées, puis ça va nous préparer pour notre domaine, dans le fond. Exactement. Okay. Ça peut nourrir, en fait. Mais tu sais, c'est sûr que Marie-Claude, si tu te mets dans un état de vigilance, toi, ça va être en rapport avec toi, ce que tu fais dans la vie, avec la façon dont tu le fais, puis d'observer autour de toi. « Hey, je n'avais pas pensé à ça. » Il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais tu sais, juste d'être curieux, puis souvent de regarder ce qui se fait aussi ailleurs dans le monde. On n'est pas toujours au courant, malgré la mondialisation, on n'est pas toujours au courant de ce qui se fait ailleurs. Et souvent, ça peut nous donner des idées sur « Hey, mais moi, je le ferais de même à ma place. » Parce que je serais capable de le faire de cette façon-là. Parce que c'est ça, moi, un truc que je trouve difficile, c'est justement de générer... Je suis capable de générer des idées, j'en ai plein, mais je trouve ça difficile d'être seule. Oui. Parce que, dans le fond, je peux pas, brainstorm, mettons, avec d'autres qui sont dans la même... Fait que souvent, je vais appeler des amis qui connaissent bien ce que je fais, ou mais c'est pas la même chose. Ma réalité, il y a juste moi qui la vis. Fait que c'est difficile... C'est un moment que je suis la seule qui est au courant de tout ce qui se passe. Fait que pour ça, je trouve ça difficile d'être travailleur autonome toute seule. C'est pour ça que des fois, je trouve ça... J'aime ça de travailler en équipe. C'est comme un peu contradictoire avec ce que je fais, en fait.
Non, mais je te comprends tout à fait. Puis, tu as raison, c'est la réalité beaucoup des travailleurs autonomes. Et écoute, moi, j'ai un petit conseil pour toi, c'est d'essayer de te créer un réseau, d'avoir un réseau de gens qui font un métier qui est similaire au tien ou assez proche, puis que vous... Tu sais, moi, quand j'étais... avant que j'aie mon poste à Chicoutimi, je faisais partie d'un type club. Un type club, c'est un groupement de gens d'affaires, mais tu sais, c'est en lien avec mon domaine, là. Moi, vu que j'étais en entrepreneuriat, puis j'étais avec tous des entrepreneurs ou des gens qui donnaient des services aux entrepreneurs. Fait que les problématiques des entrepreneurs, de ce qu'ils vivaient puis je faisais partie de ce groupe-là, puis on essayait des fois de résoudre des problématiques justement à gang pour un entrepreneur qui vivait ce midi-là quelque chose de plus difficile ou qui demandait des conseils ou qui disait, vous autres, avez-vous déjà vécu ça? Ou il y en a, ils ont testé leurs idées. Moi, je voulais sortir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça te prend ça. Mais ça, c'est quoi si ça n'existe pas? Crée-le. Je suis sûre que ça peut être quelque chose de super bien. Anne-Renée, tu veux t'en créer un? Ben moi, je réussis à le faire un peu avec mes clients. Tu sais, dans mon début de carrière, c'était beaucoup, le client me demandait quelque chose, puis là, je le concevais tout seul, puis j'y montrais. Puis ça finissait là. Maintenant, je leur dis, OK, je vais juste faire un petit bout. Je vais vous montrer la première idée, puis là, on va en parler. Puis là, on fait des back and forth là-dessus, fait que j'ai l'impression comme d'être en équipe avec mon client. En fait, plus que juste remplir sa commande. C'est tellement plus le fun. Avec lui aussi. C'est du co-développement, Anne-Renée. C'est que tu développes le projet avec le client. Et ça, ben, peut-être j'aurai pas le temps, mais je peux en parler tout de suite. Effectivement, c'est une façon de développer, en fait, de répondre aux besoins du client, puis d'être sûr qu'on répond à ses attentes. C'est de co-développer. Mais je comprends que pour Marc-Claude, qui est une artiste, ou est-ce que, tu sais, c'est une commande, tu sais, peut-être, puis elle veut inventer des nouvelles plateformes où j'imagine, tu sais, des graffitis, ben là, on les voyait beaucoup sur les ponts, mais sur les gratte-ciels, ben là, ça prend de plus en plus de place. On le voit à Montréal, hein, les grosses murales qui se font, ça devient vraiment ça fait partie de la ville. Ben, j'imagine aussi cette communauté-là, mais tu sais, avec d'autres gens qui font de l'art urbain, c'est de l'art urbain que tu fais, Marc-Claude? Ben oui, c'est une bonne idée, mais c'est aussi beaucoup des choses qui sortent un peu de mon champ de compétences, genre la facturation ou s'il y a un client qui, justement, ne m'a pas payé, des erreurs de communication, comme des trucs qui sortent, finalement, on a tellement de choses à gérer comme travailleur autonome. J'aimerais quasiment ça avoir quelqu'un qui réponde à mes courriels, mais finalement, je pense que ça me prendrait plus de temps d'avoir quelqu'un. Je veux répondre à mes courriels, mais c'est juste ça que des fois, je suis comme pris toute seule avec les gens. J'aimerais ça avoir un acolyte, mais c'est ça qui est comme. Mais c'est une bonne idée même. Les gens qui sont en art urbain doivent vivre cette réalité-là aussi, C'est sûr. Et tu peux intégrer d'autres. Si tu as ton questionnement, il est beaucoup au niveau de la gestion. Là, à ce moment-là, je te dirais, là, il y a plein de groupes de gens d'affaires qui existent déjà là, dans la ville de Québec. Tu en as qui sont payants, mais tu as les chambres de commerce. Tu peux rencontrer des gens dans les chambres de commerce qui ont des compétences qui sont beaucoup plus gestion. Puis à ce moment-là, ça devient ton réseau. Mais ton réseau, tu peux le développer, ton réseau. Puis je le sais qu'au niveau des artistes, c'est quelque chose qui c'est difficile à faire parce que ça demande du temps de développer un réseau. Puis il faut sortir souvent, puis vous n'êtes pas dans votre zone de confort parce que là, c'est d'être avec plein de monde qui sont de plein d'autres milieux. Ben, c'est ça, tu me parles de chambre de commerce, on dirait que ça me fait mal au ventre. Oui, mais sais-tu quoi? La jeune chambre de commerce serait probablement... Il y a des groupes de jeunes entrepreneurs aussi, tous des jeunes qui, comme toi, là, qui démarrent puis qui ont des projets, puis vous vivez les mêmes réalités en gestion. Dis-toi que n'importe qui vit les mêmes réalités de gestion quand ils se partent en affaires, peu importe le domaine d'activité. As-tu entendu parler, Marie-Josée, de... En tout cas, moi j'ai vu ça exploser là, dans les 2 dernières années, les adjointes virtuelles. Ben, écoute, moi, je connais une entreprise qui fait ça à Chicoutimi, qui s'appelle l'Adjointe, qui est venue dans mon cours faire une conférence. Là. C'est drôle parce qu'elle vient de finir son bac. Elle était en affaires, mais en même temps, elle faisait un bac. Fait que, comment elle s'appelle? Elle s'appelle l'Adjointe. Ah, c'est Jessica Deloge. OK, parce que moi aussi, j'en ai une, c'est ça, c'est elle qui fait ma comptabilité, mais c'est ça, j'ai été dans un groupe de filles, puis ils sont toutes, c'est ça, des travailleurs autonomes à leur compte, des adjointes virtuelles, puis
ils peuvent venir répondre précisément à des trucs comme ça, comme faire tes factures ou faire tes... il peut y avoir de l'aide aussi comme ça. Quand tu génères assez d'argent pour avoir quelqu'un qui peut te donner un coup de main, gérer les courriels, gérer toute la patente, puis c'est une façon d'être travailleur autonome aussi, c'est vraiment super. Oui, effectivement. Il y a plein de choses qui existent, Marc-Claude. C'est à un moment donné, c'est que il faut que tu fasses ça, suffisamment de sous pour qu'il t'en reste, là, pour que tu embauches quelqu'un pour faire ça. Mais ce n'est pas du temps plein, fait que ça peut être quelque chose d'intéressant. Aussi, moi, je voulais faire juste une petite parenthèse. Ben, moi, j'ai un collectif que j'ai créé qui s'appelle Street Art in Action depuis beaucoup d'années et j'ai pas énormément de bénéfices, mais chaque fois, j'ai comme un peu plus d'opportunités pour arriver à avoir des bénéfices. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est à travers le réseautage, comme tu disais, que le collectif et le projet a avancé. Et là, je vais pouvoir faire comme un festival, je vais pouvoir faire des projets avec les personnes. Aussi, l'expérience des autres te permet aussi d'avancer parce que toi, par exemple, tu as plein d'idées, mais peut-être tu as besoin d'un peu de support externe et aussi de l'expérience des autres artistes pour avancer. Et c'est sûr que la partie de, comme disait Marie-Claude, toute la partie de gestion du commerce, gestion des factures et tout ça, c'est compliqué. C'est pour ça, moi aussi, j'avais créé ce collectif, entre parenthèses, parce que je suis aussi représentante d'artistes, donc je les aide aussi à toutes ces questions que les artistes ne peuvent pas, parce que dans une certaine façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est créer, pas devoir gérer plein d'affaires qui sont externes à ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc, toute la partie de communication avec le client, de gestion des factures, de gestion de si on l'a payé ou non, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle j'avais créé aussi Street Art in Action, parce que je voyais que les artistes n'avaient pas le temps et beaucoup, moi au début je faisais des interviews et la plupart des personnes me disaient oui, moi j'ai pas le temps de gérer toutes les factures, je stresse beaucoup, je suis pas expert dans ça, moi je suis expert dans l'art. Donc c'est sûr que trouver aussi des collectifs qui aident et qui aident à faire toutes ces solutions. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Bon, ben Marc-Claude parle là, vous parliez en dehors du... Moi, j'avais plein de choses à dire, mais oui. Oh, ça sert à ça. Oh, est-ce que par là, je pense qu'elle gèle, hein? Non! C'est parce qu'elle est trop loin. Oui, c'est ça. Donc, pour finir sur comment, au niveau des idées nouvelles, pour générer beaucoup d'idées, il faut aussi utiliser les connaissances et les expériences qu'on a déjà, pas penser qu'on n'a rien vécu, là. Puis c'est pas vrai, là, j'en vois, là, qui n'ont pas l'air très vieilles, là. Santa, t'as pas l'air très vieille non plus, là, encore d'une étudiante. Fait que, il faut pas penser, les étudiants ont souvent l'impression qu'ils ont rien vécu, puis que, oui, mais moi, j'ai juste eu des emplois d'été. C'est pas vrai, là. Tout ce que vous avez vécu, vous avez accumulé des expériences, des connaissances, donc, ça, on peut l'utiliser justement pour trouver des idées. Puis, il faut surtout accepter que les idées se transforment. Il ne faut pas tomber en amour avec une idée. Jamais. Ça, c'est très difficile parce que c'est difficile de la faire évoluer, de l'amener à un autre niveau. Quand quelqu'un aime son idée, là, il est réticent à ce qu'elle change. Donc, il faut accepter que les idées se transforment. Et dernièrement, l'idée doit vraiment concerner quelque chose que les gens ont besoin. Après, c'est sûr que quand on génère beaucoup d'idées, il faut réfléchir à quoi? Bon, qu'est-ce que les gens auraient besoin? Qu'est-ce qu'ils désirent? Qu'est-ce qu'ils trouveraient utile? Qui pourrait avoir de la valeur pour eux ou qui viendrait solutionner un véritable problème? Donc, trouver des solutions aux problèmes, rencontrer des besoins des consommateurs, c'est l'essence même de la reconnaissance d'opportunités. Parce que là, je n'aurai pas le temps de me rendre jusqu'au bout, là, parce que je suis vraiment juste à la diapo 15 de 31. Fait que... je vais passer vite, en fait, la créativité, parce que normalement, la deuxième étape, c'est d'utiliser sa créativité pour amener quelque chose d'utile, de potentiellement utile. En fait, ce qu'il faut arriver à trouver avec la créativité, après ça, notre processus, c'est d'être en mesure de définir l'utilité potentielle de notre idée. Donc, c'est sûr que quand on génère plein d'idées, on ne pense pas à ça, l'utilité. Mais il faut arriver après ça à venir resserrer
puis de se dire, bien, qu'est-ce qui serait potentiellement utile pour qui? Bon, la motivation de la créativité, je vous le dis, c'est aimer ce qu'on fait puis faire ce qu'on aime. Ça, si vous aimez ce que vous faites puis que vous faites ce que vous aimez, souvent, ça va être un grand générateur de créativité. Donc, c'est vraiment une grande motivation derrière ça. Puis la créativité collective, n'hésitez jamais de parler de vos idées. Il y a du monde qui dit « Oui, mais si je parle de mon idée, il y a quelqu'un qui va me la voler. » Ben oui, puis non, là, c'est assez rare que les gens vont voler l'idée des autres parce que si vous en parlez, elle a mûri dans votre tête, fait que vous êtes déjà en avance sur la personne. Puis n'oubliez pas qu'on dans le monde où on est, il y a une convergence des idées qui se fait aussi. Donc, si vous y avez pensé, probablement que quelqu'un d'autre y a pensé aussi. C'est juste que lui, il a pensé d'une autre façon. Fait que, en tout cas, fait que c'est de s'arranger qu'on ait des gens en qui on a confiance. Puis la collaboration, nécessairement, elle va permettre de travailler à différents points de vue parce que chacun va amener sa propre perspective. Là, on montre 4 personnes qui voient la brique jaune, là, puis qui voient toutes des choses différentes, là, qui ont toutes des perspectives différentes. Mais oui, la créativité collective, souvent, c'est très, très générateur parce que ça enlève les freins, puis souvent, ça peut aussi déclencher les idées chez les autres personnes. Il y a tout le temps dans un groupe des gens qui ont plus d'idées que les autres, puis ah ben oui, mais ça me fait penser à, puis tu sais, on peut rebondir sur les idées. Je vais passer, en fait, j'avais des exemples d'innovation, puis qui vous disaient qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est pas seulement basé sur des produits. On a longtemps pensé que l'innovation, c'était l'innovation technologique, et que s'il n'y avait pas de technologie, ben c'était pas innovant. Mais à date, j'ai 2 affaires qui ne sont pas très technologiques. Hein? Le cirque avant, avec les animaux, et le cirque maintenant, avec les artistes. Oui, il y a de l'éclairage, tout ça, mais à la base, là, il n'y a pas de technologie. Hein? C'est des cercles, c'est des trapèzes, c'est l'expérience qu'on vit. Puis la mop puis le Swiffer, hein? Il n'y a pas rien de technologique et pourtant, c'est très innovant. Donc, si jamais vous vous êtes intéressé par l'innovation, mais l'innovation frugale, je vous invite à lire Frugal Innovation ou l'innovation frugale de Ravi Naju. Ravi Naju, qui est un Indien qui fait des choses. Checkez-le sur des conférences qu'il donne sur YouTube. Là, il en donne quelques-unes en français, mais la plupart sont en anglais, puis c'est vraiment super intéressant. L'innovation frugale. Puis Navi Raju, je pourrais l'écrire là, ici. Là. Navi Raju. Super facile à... Ça peut vous aider à vous donner des idées, de regarder ce qui se fait ailleurs, puis tout ça. L'opportunité d'affaires, en fait, puis je me dis que je vais arrêter ici, je vais passer à la conclusion après. Qu'est-ce qui fait qu'une idée créative va se transformer en opportunité d'affaires? En fait, vraiment, ce qui est essentiel pour que ça devienne une opportunité, c'est qu'il faut qu'on ait une valeur économique potentielle. La valeur économique potentielle, elle peut se faire à différents niveaux. Là, il faut qu'il y ait des... On n'est pas dans la création de projets communautaires qui répondent à un besoin essentiel de la communauté comme Mais un projet d'économie sociale, il y a quand même une valeur économique quelque part parce qu'on va échanger quand même. Moi, je vais souvent à la ressourcerie ici à Lévis. Je suis une cliente assidue. Puis, je suis prête à payer pour ce que je vais acheter, même s'il est déjà usagé. Fait qu'il y a une valeur économique, puis en plus, ça donne des emplois à des personnes qui sont loin du marché de l'emploi, c'est plus difficile pour eux. Fait que, il y a une valeur, moi, le fait que je paye, ça donne des meilleures conditions de travail aux personnes qui travaillent là. Fait que c'est correct de faire de l'argent dans des projets. C'est juste que ça, je veux dire. C'est correct de faire des sous. Il faut qu'il y ait un aspect nouveau ou original. Donc, il faut refaire quelque chose que les autres font déjà. L'opportunité, ça peut être une opportunité d'affaires si c'est pas sur notre marché, si c'est pas présent en ce moment, si on le change, si on apporte des modifications, mais si on fait exactement ce que l'autre fait, le client ne saura jamais pourquoi il va acheter ou va se servir de votre produit ou votre service plutôt que celui de l'autre. Il faut qu'il y ait un aspect nouveau ou original. Et la désirabilité perçue, en fait, c'est est-ce que ce qu'on va offrir, il y a une désirabilité qui est perçue par le client. Et là, faites attention parce que j'ai des gens souvent qui viennent dans mon bureau qui disaient « Oui, mais tout le monde va vouloir de ce que je veux offrir. » Pourquoi? Parce que moi, je le voulais.
Mais je comprends, mais maintenant, c'est le fun que tu parles de tes propres besoins. Mais maintenant, il faut valider est-ce qu'il y a plus de monde que toi qui le veulent. Parce que tu ne peux pas vivre de quelque chose puis mettre autant d'énergie à développer quelque chose si tu es la seule personne que tu sais qui va l'utiliser. Il faut qu'il y ait un plus grand bassin que ça. Donc, il faut qu'il y ait une désirabilité qui est perçue. Et ça va être synonyme de la capacité à générer de la valeur. Et là, on parle de valeur sociale, de valeur environnementale et de valeur économique. Souvent, ces trois cercles-là, quand on parle de développement durable, ils sont interconnectés et on essaie d'avoir ces trois valeurs-là dans l'entreprise. Donc, je vais passer tout de suite, puis là, je vais les passer toutes les autres vite, parce que je veux passer à la dernière. Là, je vais vous parler. Mais si jamais vous avez besoin, il m'en restait plusieurs. Ah, non. Ah, je vais juste vous montrer celle-là, elle est tellement belle. C'est pas Marie-Josée, si tu veux, c'est comme tu veux, mais si tu veux faire la présentation de toutes les diapos, c'est pas un problème. Ben, écoute, j'en aurais pour une autre heure, mais je savais que j'en avais trop. Okay. Je vais conclure là-dessus avec. Si vous avez des questions, je pense que j'aime mieux prendre ce temps-là pour répondre à vos questions. On pourra faire l'ABC ABCDEF de l'entrepreneuriat à l'automne, oui. En fait, c'est toute la notion de besoin. C'est Boubacar, il avait marqué une opportunité, puis c'est de répondre à un besoin d'un client, être en entrepreneuriat. Puis effectivement, il faut répondre à un besoin. Ce que je veux vous mettre en garde, c'est juste vous dire, des fois, le client ne sait pas c'est quoi son besoin. Hein? Henry Ford, on dit, en fait, la citation dit qu'elle est attribuée à Henry Ford, lui qui a créé la première automobile, mais ça l'explique bien la façon de trouver le besoin implicite dans l'affirmation explicite, parce qu'il disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Parce que, dans le fond, là, ce que les gens voulaient à cette époque-là, c'était de se déplacer plus rapidement du point A au point B. Fait que eux, c'est sûr que ils utilisaient les chevaux, mais ils disaient, moi, pour aller plus vite, ça me prend un cheval plus rapide. C'est sûr que si on reste au niveau des besoins explicites par le consommateur, c'est ça, c'était des meilleurs chevaux. Donc, là, ça aurait été peut-être de développer une entreprise avec de la génétique, mais on s'entend que dans ce temps-là, il n'était pas rendu là non plus, de développer des choix avec des capacités surnaturelles, de pouvoir aller plus vite. Par contre, ce que M. Ford a compris, c'est je veux pouvoir me déplacer plus rapidement, mais on s'entend que la première voiture, elle n'était pas plus rapide que les chevaux, mais il a lancé, par contre, il a développé quelque chose de complètement nouveau. C'est pour ça que vous savez que les moteurs de voiture, ça s'appelle des chevaux vapeur. Hein? C'est à cause que c'était en rapport avec cette citation-là. Donc, d'avoir une voiture, donc il a révolutionné le monde du déplacement, donc du transport, en inventant une machine qui permettait de se déplacer d'un point A à un point B d'une autre façon que par des chevaux. Finalement, les voitures sont devenues plus rapides, mais ça a pris un petit bout de temps. Mais c'est juste, si quelqu'un vous dit, puis là, Anne-Renée, tu es consultante, tu le sais, quand le client dit « mon problème, c'est ça », je veux que tu me le règles, puis on creuse, souvent, le problème est autre que ce que le client nous a dit, puis il n'est pas toujours prêt à entendre qu'on lui dise où le vrai problème, puis comment il faudrait le solutionner. Fait que, soyez attentifs à ça, prenez pas pour du cash tout ce que les clients vous disent. Un bon projet, c'est vraiment un projet qui va répondre à un vrai besoin, qui va générer de la valeur. C'est en adéquation avec vos compétences, avec vos expériences, avec vos connaissances à vous, puis il va vous motiver dans votre quotidien, puis vous pousser vers l'avant. Donc, il va vous donner le goût de vous lever à chaque matin, puis idéalement, c'est que vous n'aurez pas l'impression de travailler. Les entrepreneurs, souvent, quand on leur demande combien d'heures ils font par semaine, ils ne le savent pas, parce que à partir de quel moment le travail commence puis le travail finit, souvent, c'est assez flou. Il n'y a pas ils font pas du 9 à 5. Fait qu'ils sont incapables de nous dire combien d'heures ils font par semaine. Je vous rassure, ils sont plus équilibrés aujourd'hui qu'ils l'étaient dans le temps, là, parce qu'il y a eu un moment où est-ce qu'ils disaient « Ah, moi, c'est 80 heures semaine. »
j'espère que vous ne faites pas 80 heures semaine et que vous avez une vie. Et il y a plusieurs façons d'avoir une carrière entrepreneuriale. Hein, vous pouvez vous créer un emploi à temps plein. Vous pouvez vous conserver votre emploi ou rester aux études en même temps que vous vous lancez en affaires. Paola est un bel exemple. Elle a dit qu'elle a démarré des projets, puis Paola est au doctorat, donc elle est aux études en même temps. Vous pouvez acheter une entreprise existante. C'est sûr que ça demande un petit peu plus de sous monétairement au départ, mais c'est une opportunité aussi. Vous pouvez vous associer avec des partenaires, donc embarquer dans les projets des autres. Bref, en fonction des circonstances, puis vraiment de vos motivations, de ce que la vie vous amène sur le chemin, puis il faut que ce soit un bon moment aussi, il y a plusieurs façons finalement d'embarquer dans la carrière entrepreneuriale. Donc, moi, je vous invite en conclusion à développer votre créativité en étant curieux, en vous mettant pas de frein, donc expérimentez. Soyez à l'écoute des tendances, des besoins de votre milieu. C'est la meilleure façon de trouver une bonne idée ou une opportunité, c'est d'être à l'écoute, puis vraiment des différentes tendances aussi. Vous savez qu'il existe un site qui s'appelle le Trend Watching. Ça aussi, ça peut être bon pour la créativité. Le trendwatching.com, je vais vous le mettre dans le petit chat ici. Watching.com. C'est un site qui est super renommé. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes cours. Donc, c'est sûr que dans la dernière année, on a sorti beaucoup de tendances, mais ils sont comme précurseurs. Donc, ils sont vraiment à l'affût de tout ce de toutes les tendances là, du milieu. Puis, entourez-vous. Je disais tout à l'heure que j'allais parler justement du réseautage, puis je suis contente que vous en ayez parlé. Le réseautage, d'ailleurs, j'en ai une conférence là-dessus, le réseautage, qui est supposée durer 1 heure. Là, je l'ai donnée souvent, celle-là, sur l'importance de réseauter en affaires. Aujourd'hui, c'est une des meilleures façons de faire justement pour pas que vous travailliez 80 heures semaine, pour que vous appreniez des erreurs des autres, que vous ayez une communauté avec laquelle vous pouvez vous identifier. Entourez-vous des personnes qui croient en vous, qui sont capables de vous supporter là-dedans. Puis il y a des bonnes personnes partout. Donc, c'était ma dernière diapo. Hey, ouais, mais là, j'ai fait 1 heure. Là. Les premières minutes, c'était pas moi, là, tantôt. Non, c'est super. Félicitations. Vraiment, c'était super intéressant. Moi, j'ai quelques questions. Je ne sais pas si le reste, vous avez des questions. Moi, j'ai une question, justement, sur ce que tu as dit à la fin du réseautage. Ça serait chouette d'avoir une conférence sur le réseautage aussi. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Sur le réseautage, est-ce que tu connais ou quelles seraient les personnes que tu nous conseillerais d'aller voir comme des consultants ou des personnes qui pourraient aider à ces personnes qui ont des talents variés, mais qui savent pas, qui n'ont pas la capacité comme d'un entrepreneuriat expert, disons. Quelles seraient les personnes qui pourraient nous aider, à nous par exemple, que nous sommes des petits entrepreneuriats, mais on n'a pas l'expertise que toi tu as comme prof et comme que tu as fait plein d'études sur cela. Quelles seraient les personnes qu'on devrait joindre ou aller consulter? En fait, je vais revirer un peu à ça dans l'autre sens, Paola. Parce que tu as dit plusieurs choses que j'ai dit, tu sais, les gens pensent qu'ils n'ont pas les compétences pour se lancer en affaires. Tu sais, les inhibiteurs là, que j'ai parlé, négatifs, là, de penser qu'on n'a pas les compétences. Écoute, l'entrepreneuriat, c'est vraiment de l'essai-erreur. C'est d'expérimenter des choses. Assure-toi juste d'avoir des gens, moi, dans le réseau, là, parce que tu n'auras personne qui va dire, tu peux avoir quelqu'un qui va dire « Ah, fais ça, puis ça va marcher. » C'est pas vrai, là. Il n'y a pas de recette tout fait, mais d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui comprend ce que tu veux faire, qui peut t'écouter. Il y a le mentorat d'affaires qui existe par le réseau M, qui est un réseau qui est très structuré de mentors. Cependant, il faut être en affaires pour bénéficier de ce réseau-là. C'est un petit coût. Je ne sais pas combien c'est rendu, mais c'est parce qu'au début, quand c'était gratuit, je connais ce réseau-là parce que moi, je m'en suis occupée dans mon ancienne vie du réseau M, de la gang de mentors. C'est que
Quand il était gratuit, les gens ne l'utilisaient pas tant. Tu sais, vu que c'était gratuit, c'est comme s'il y a juste quand il y avait des feux qui pognaient là, oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Puis là, c'était comme toujours des urgences. Alors qu'un mentor, c'est un meilleur ami d'affaires qui est là pour te comprendre, t'écouter, comprendre ce que tu vis, puis qui est là pour te rassurer aussi, tu sais, puis qui va partager son expérience. Mais ça, il faut effectivement avoir une entreprise. À Québec, c'est... Écoute, tu es étudiante de l'Université Laval. Entrepreneuriat Laval. Donc, Entrepreneuriat Laval, ils ont des conseillers en entrepreneuriat qui sont là pour vous aider si vous avez des projets d'entreprise. Ils ont de la formation qu'ils peuvent vous donner au niveau des ateliers. Vous pouvez aller voir leur site, là, ils sont très forts. Ils ont aussi, le réseau M passe par eux chez Entrepreneuriat Laval. Là, je pense que c'est Manon qui s'en occupe, Manon Lortie. Fait qu'ils ont beaucoup, si vous êtes à l'université, c'est sûr que vous avez beaucoup de ressources qui sont à votre disposition, soit en tant qu'employé ou en tant que salarié, parce que l'Université Laval a pris un gros tournant entrepreneurial, ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus, c'est important pour eux. Je vous le dis parce que moi, je suis dans une petite université de région où est-ce qu'il y a un seul cours qui se donne en entrepreneuriat et c'est le mien, alors que je viens d'une université où il y en avait 14. Fait que tu sais, il n'y a pas la même... Fait que moi, je pense qu'à l'Université Laval, en tant qu'étudiante, tu as accès à beaucoup de ressources. Cependant, si tu ne sais comme pas où aller, puis tu sais, ta confiance en toi, je te dirais, fais des affaires que tu aimes, puis aide des gens autour de toi qui sont capables de reconnaître que ce que tu as fait, là, c'est bon. Puis, écoute, je te donne un truc de prof, là. Moi, tu sais, j'enseigne, mais mes étudiants m'évaluent à chaque session, là. Puis je ne donne pas nécessairement tout le temps des bonnes notes. Je ne suis pas une prof facile au niveau des notes. Fait que je le sais que mes évaluations sont tough. Fait que quand il y a un étudiant qui m'écrit « Madame, je suis vraiment contente d'avoir eu votre cours, vous m'avez appris à me dépasser », je le garde. Puis quand je file pas bien et j'ai l'impression d'être une mauvaise prof, je le relis. Il y a un réseau de femmes d'affaires aussi à Québec. Il y a le réseau de femmes d'affaires de Québec. Si, tu sais, des fois, entre femmes, c'est plus facile de partager des choses, des réalités. Bien, j'ai déjà participé à des activités avec eux aussi il y a longtemps, mais je pense que c'est un réseau aussi qui est super intéressant. OK. Oui, super. Je vais aller consulter tout ça. Marie-Josée, ouais. C'est super. Oui, je vais dans le même sens que Marie-Josée. Mais Paula aussi, tu peux je ne sais pas si tu es à Québec, il y a beaucoup d'organismes de développement économique regarde l'écosystème, parce qu'à Montréal, là, on a un bel écosystème entrepreneurial, puis c'est ça, comme disait Marie-Josée, il faut bien s'entourer, mais aussi savoir quels sont les organismes qui sont pertinents, tout dépendamment de votre phase de développement. J'y crois beaucoup aussi, il y a des formations aussi à l'École des entrepreneurs du Québec, ils sont un peu partout dans leur région, puis ils ont un programme pour les femmes. En tout cas, moi, je me retrouve beaucoup parce qu'il y a il y a quand même l'espace, on partage les mêmes peut-être défis, souvent on est plus, donc ça c'est intéressant. Puis c'est des cours qui sont en ligne aussi, donc peu importe que tu sois à Québec ou autre, donc ça peut être intéressant. C'est vrai, merci à Amel, effectivement, l'École des entrepreneurs. T'avais-tu autre chose, Paola, il me semble que tu voulais ajouter? Oui, j'avais juste une autre question. Je voudrais savoir quels sont tes projets entrepreneuriaux. Je ne sais pas si tu peux nous les raconter. Moi, j'ai essayé d'acheter une entreprise en plein milieu de mon doctorat en plus. Donc, un été, j'ai abandonné ma session, j'ai abandonné ma bourse pendant un été, ma bourse de FQRSC, puis je suis allée travailler dans une entreprise manufacturière. Moi, je rêvais d'avoir une entreprise manufacturière, donc d'avoir quelque chose de concret, fabriquer quelque chose, puis qu'il y ait un produit concret. Puis, c'était dans le coin de Port-Neuf. Tu connais-tu un petit peu la région de Québec, Paola? Oui, mais pas suffisamment, je pense. OK, mais Port-Neuf, c'est comme à l'ouest de Québec. Tu sais, c'est plus en s'en allant vers Trois-Rivières. Puis moi, j'étais à Lévis. Moi, j'étais en face de Québec. J'étais à Lévis. Fait que, tu sais, traverser le pont. C'était à un moment où est-ce que sur mes 3 enfants, j'avais 2 garçons qui étaient 7 et 11 ans, qui jouaient au hockey. Fait que quand je me suis mis à travailler là-bas, là, c'était problématique, ça ne fitait pas dans ma situation. Et je suis rentrée en conflit avec la façon de gérer puis de l'entrepreneur qui avait l'entreprise. On a eu des visions différentes de la gestion.
Puis l'entreprise, elle s'est mise durant cet été-là, elle n'allait pas très bien. Fait que à un certain moment, elle allait congédier des employés, puis je lui ai dit, écoute, moi, je vais partir, garde les employés, parce que de toute façon, je pense qu'avec la route, là, on était l'été, Jacques l'hiver, j'ai dit, je pense que ça ne fonctionnera pas, là, le rachat de l'entreprise. Donc, je suis retournée continuer mon doc à la place. OK. Après, c'était comme un signal, si ça n'a pas marché pendant... Ben, Il y a écoute, des signaux, non, qui te disent si tu dois continuer dans ton entrepreneuriat. oui, mais ou je non. pense que si j'avais pas eu mes jeunes enfants avec des... Parce que moi, je voulais pas que leur vie change, là, qui jouaient au hockey, je voulais que c'était important pour moi qu'ils fassent du sport. Probablement que j'aurais plus plongé. Puis, tu sais, j'étais au milieu de mon doc aussi. J'ai réfléchi longtemps. J'ai discuté beaucoup j'avais un mentor, mais informel, qui était la personne qui m'avait présenté à l'entrepreneur. Puis, j'ai eu des grosses discussions. Puis, mais écoute, je passe dans ma ville, ici, il y a un local qui est vide, puis je me dis, oh mon Dieu, que ça ferait un beau café Internet, ça. Oh mon Dieu. Là, j'étais là, mes enfants, je pourrais les faire travailler là, puis ils pourraient s'en occuper. Puis là, écoute, fait que j'ai tout le temps ce désir-là, mais tu sais, j'ai dit, gars, moi, je trouve que je suis trop vieille pour me partir en affaires. Oui, c'est ça. Moi, ça m'arrive parce que moi, je suis dans le monde de l'art et chaque fois que je vois comme un local, je dis, il faudrait que je l'achète et je monte ici une galerie. Mais après, je suis super jeune, donc je dis, je ne peux pas maintenant prendre de mes sous parce que je ne sais pas si ça va fonctionner, je n'ai pas l'expertise suffisante. Donc là, il y a plein de négativité qui revient. Après, je me sens super expertise, je veux le faire. Donc, il y a plein de contradictions. Donc, peut-être qu'il me manque un peu, je ne sais pas, de réseautage. Je sais pas. Oui, puis tu sais, lancer. tantôt, Paola, je viens d'avoir une idée, tu sais, oui, de réseautage, mais tu sais, à un moment donné, si toi, c'est ça que tu dis, moi, j'aurais une galerie, ça m'intéresserait, mais va parler avec une galériste. Souvent, les galéristes sont les propres propriétaires, puis ils disent, écoute, comment tu trouves ça, ta vie? Moi, je me souviens, puis là, je sais qu'elle l'a vendu, là. Eh, mon Dieu, j'essaie de me souvenir de son nom. J'ai fait des entrevues avec elle, puis c'était une galériste, justement une jeune qui avait racheté la galerie de où elle travaillait, puis dans la vieille ville là, de Québec. Puis, tu sais, de parler de leur expérience, ça peut t'aider après ça à voir qu'est-ce que ça prend comme compétence, qu'est-ce qu'il faudrait que tu développes plus, c'était quoi les difficultés. Tu sais, quand on parle de partager, mais ça, là, plus tu vas parler de monde de ce type de projet-là, tu sais, si tu dis, ben moi, ce qui me passionne, là, ça serait de m'ouvrir une galerie un jour, puis là, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, hey, mais je connais quelqu'un qui en a une, tu veux-tu que je te le présente? Fait que, tu sais, là, c'est là le moment de développer puis de dire, ah oui. Moi, j'ai une cousine qui expose. Elle a déjà eu une galerie, puis je sais qu'elle a fermé sa galerie parce qu'elle trouvait qu'elle ne pouvait plus justement créer autant. Elle l'a eu dans le Vieux-Québec aussi, sa galerie. Elle l'a eu pendant 3-4 ans, je pense. Puis maintenant, ben, c'est plutôt c'est elle qui expose dans d'autres galeries à travers le monde parce qu'elle s'est rendue compte que finalement, être galériste, pour elle, c'était pas ça qu'elle voulait faire. Oui, c'est correct. Il faut interviewer. C'est à travers les interviews qu'on découvre si c'est là où... Mais vois pas ça comme une interview. Discuter. Non, oui, c'est ça. Discuter. Oui, c'est ça. OK. Merci. Merci beaucoup. Bien, Paola. Est-ce qu'il y avait d'autres questionnements, d'autres propos que vous auriez aimé qu'on discute? Moi, je suis désolée, c'était vraiment intéressant. Merci. Je ne voulais pas partir d'une façon bête, mais c'est un petit bébé Non, moi. il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vraiment, c'était super. Merci. Bye bye. Bonne conférence, Marie-Claude, la semaine prochaine. Merci. Oui, c'est ça. C'était vraiment inspirant. Puis je pense que ça m'a donné confiance à la conférence. Merci. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, ben, merci d'avoir été là, tout le monde. Puis je suis contente d'avoir fait votre connaissance. On était un petit groupe, ça a été très convivial. On a pu discuter un peu plus, puis c'est bien correct comme ça. Moi, c'est comme ça, j'aime ça. Donc, je vous souhaite à tous, si vous avez des projets, de les réaliser, de vous réaliser et surtout d'être heureux dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Bon, bye, merci Marie-Josée. Je t'ai invitée sur LinkedIn. Merci, on se parle, bye.
Merci.